Bonjour, bonjour, bonjour. On, on- on va s'asseoir 2 minutes. David Van Der Broek se trouve où? David, j'ai le... Voilà. Alors, David Ranerou. Alors, j'ai un invité surprise. Je ne savais pas que j'étais en train de parler de loup. On salue le doyen Manu Dibango. Ah. Merci, merci. Voilà. Voilà. Donc, moi, je pense que Manu Dibango peut-être va nous dire, voilà, 5-6 minutes de témoignages parce que c'est une bibliothèque, discographie ambulante qui se trouve là. Maintenant que je l'ai vu dans la salle, alors que je l'ai cité au moment où je parlais de son grand collègue Serge Essou, voilà, c'est très bien. Voilà. Et j'aimerais bien lui dire, comme je ne savais pas qu'il était là, ça veut dire qu'on reconnaît les vrais amis lorsqu'ils disent du bien de vous quand vous n'êtes pas là. Et donc, je ne savais pas. Voilà. Donc, peut-être que... Est-ce qu'il y a quelque chose... Bon, ça, j'ai été plus dans la nouvelle musique là, mais peut-être que derrière, est-ce que dans cette musique ancienne, il y avait toujours cette sorte de rivalité avec les taboulés, avec les franco, avec tout cela, sachant qu'on va relier ça tout à l'heure avec l'histoire du Congo écrite par David Van Rebroek. Merci d'abord, bonsoir, c'est inattendu. J'ai mon copain Blaine Joya là, l'écrivain journaliste qui m'a dit, tiens, ton frère fait quelque chose, comme je sais que tu habites ici. Au collège. Voilà, donc je me suis débrouillé pour arriver là, la circulation, tout ça, mais enfin bref, c'est une belle aventure. Cette aventure, en tout cas pour moi et pour les Congolais, c'est aussi une belle aventure parce que c'est avant la lettre. C'est avant les indépendances, c'est pendant la table ronde qu'on a prouvé quelque part que l'Afrique peut être une si elle veut. Pourquoi? Parce que je travaillais chez Fonseca aux Anges Noirs à Bruxelles et au moment de la table ronde, quand les Lumumba et tout ça sont venus, hein, les Kalonji, tout ce qu'il y a dans l'indépendance Tchatcha là, en fait. Il s'est trouvé que Kabasele est venu dans les mallettes de Lumumba, en fait. La dimension culturelle de Lumumba n'a jamais été... Elle était tellement courte. C'est lui qui a eu l'idée de prendre l'African Jazz, de la mener à Bruxelles pour enregistrer dans les conditions techniques de l'époque. Alors, je prends 2 secondes. Le saxophoniste de Kabasele tombe malade à Léopoldville. Kabasele me voit jouer, il aime bien la façon dont je joue, donc il m'engage à la place du gars. Voilà, comme ça, commencé bêtement comme ça. C'est ça. Et il se trouve qu'on a fait vraiment une bonne littérature musicale à cette époque-là, parce que ça a eu du succès. Donc je suis parti avec lui pour 1 mois et je suis resté 2 ans. Voilà. mais comment, à cette époque-là, il y avait... Alors, rivalité. Oui, mais à cette époque-là, il y avait une rivalité constructive et pas destructive. Parce qu'à ce moment, je ne suis plus tellement, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de créativité des 2 côtés du Congo, d'ailleurs. Dans la rivalité. Voilà, dans la rivalité. Et encore, cette rivalité, elle est bizarre, parce que ceux qui ont fait l'Ok Jazz, ce n'est pas forcément Franco, c'est plutôt Serge Essou et tout ça. Donc, ils franchissaient le fleuve et ils étaient entre eux, ben, c'était une bonne rivalité. Donc, doyen Manu Dibango, aujourd'hui, bon, on peut dire que tu es le symbole même de la musique africaine, au point même d'avoir été piqué et plagié par Michael Jackson. Oui. Oui. Ben oui. Et Rihanna. Voilà, dans son fameux truc. Nous, quand on a grandi... Merci au fait. Ben, Tu as dit que ton disque favori, j'ai lu ça quelque part. Voilà, c'était Saul Makossa. Et je l'ai toujours dit parce que pour nous, quand à l'époque de Michael Jackson, quand il sort l'album Thriller et qu'on entend qu'il a dit Mama ça, Mama ça, Mama Kossa, Mama... Mais nous, on a écouté ça lors le championnat
de football en 72 Exact, dans l'album exact. dans lequel Oui. c'est Il y le avait doyen, ça. c'est toi qui avais fait pratiquement. La face B, comme d'habitude. La face B. C'est celle qu'on prévoit jamais. Voilà, donc devant il y avait les L'hymne. commentaires, l'hymne, et puis derrière il y avait ces saxons. Il était caché. Ah ben oui. Donc quand on demandait à Michael Jackson, mais ça veut dire quoi, maman ça, maman ça, ça c'était difficile parce que ça, tu étais allé puiser ça dans le folklore africain ou c'est une sorte de transe qui arrive comme ça quand on n'arrive plus à quitter son saxophone et puis hop, c'est parti. En tout cas, ce qu'il avait dit aux juges et aux avocats, c'est que c'est son côté africain qui ressortait. C'est pour ça qu'il était tellement blanc. Voilà. C'est Nino Ferrer qui disait « je voudrais être noir ». Ben, lui, il voulait être blanc. Oui, c'est ça. Non, ben, écoutez, c'est un jeu de mots d'ailleurs. Mamako, Mamassa, c'est autour de Makossa, quoi. Voilà, le jeu de mots a été heureux. On ne sait pas, quand on va faire un succès, on ne sait pas qu'on va faire un succès. Oui. C'est le public qui décide que ça. Ça devient... Voilà. Parce que, c'est pas vous qui décidez. Parce que ça a été repris sous toutes les sauces, par beaucoup. Oui, c'est un hein, standard maintenant, c'est devenu vrai. un standard. En fait, ça ne t'appartient plus. Mais qu'est-ce que ça fait à un artiste lorsque son bébé lui échappe comme ça, entre guillemets, on ne suit même plus, ça part de tous les côtés. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de déshérence Non, vous êtes heureux parce que dans tout ça, là, quand vous allez à la FNAC, vous voyez le nombre de disques. Si vous êtes lucide, vous n'allez pas au studio. Hein. Mais vous dites toujours que j'ai une chance, peut-être. Oui. Alors, un tube arrive au bon moment, au bon endroit, en fait. Hein. Ben, c'est pas vous, encore une fois. Vous proposez, c'est comme les livres. Hein. Je veux dire, pourquoi un livre a un succès? À partir de quel moment un livre a un succès? Quelle est la phrase clé qui fait qu'on veut en savoir plus? Voilà, c'est le processus de créativité et puis aussi d'ange gardien. Hein, il y a un ange gardien qui arrive sur toi, ça tombe sur toi et ben, ça tombe sur toi sur le bon moment, quoi. Expliquer ça, on ne peut pas expliquer. En tout cas, je vous conseille beaucoup d'écouter Sol Makossa. C'est une chanson qui redonne de l'inspiration à tout créateur, qu'il soit écrivain. Et je suis content que le doyen ait vu ça, parce que souvent j'ai fait des interviews. Moi, j'habite à Santa Monica, la seule musique qu'on joue, Sol Makossa. Et un jour, j'ai dit, mais c'est mon doyen. Tout le monde dit, mais tu le connais d'où là? Oh. Donc, il y a une certaine... il y a notre enfance qui est à l'intérieur, puisque quand ça a été joué dans ce disque en 1972, moi j'avais 6 ans, on le chantait comme ça, avec une certaine ferveur. On s'était approprié cela, puisque c'était l'année où le Congo, pour une fois, avait gagné quelque chose. Mais comment, je me rappelle, non? Voilà. Les Diables Rouges nous avaient battus, un maigre but à 0. Voilà. Mais le but historique quand même. Hein. Le but était tellement historique que le Cameroun était tellement dépité. Mais ça ne doit pas être des gens violents parce qu'ils ont cassé les radios, ils ont déchiré les billets d'avion et ils n'ont pas fait la révolution, dis donc. Parce qu'il y avait de quoi faire la révolution à ce moment-là. Voilà. Mes chers amis, le je vous remercie. Manu Dibango qui est venu nous voir. Bonne continuation. Merci. On va le raccompagner là. Merci. Au plaisir. Très très fier de vous avoir rencontré. Merci. Bien, je prends le talent. Mais en tout cas, merci pour cette visite. Je crois que j'ai eu le cadeau de la fin de mes cours. Je ne pouvais pas rêver meilleur stade que celui-ci. Merci, doyen. On se verra. Merci, Simon. Voilà. Alors, merci. Je crois qu'on a débranché le truc. Si on peut me remettre, parce que j'ai la couverture du livre de David Van Reboek qui se trouve là. Voilà, très bien. Est-ce que je me sers celui-là? Je veux bien celui-là. Donc David Van Reboek, je viendrai m'asseoir là-bas. C'est plus pratique pour moi ici de voir ma petite fiche qui m'a fait dormir jusqu'à 4 heures du matin pour regarder ça. Voilà, donc David Van Reboek, si je l'ai invité aussi, c'est parce qu'il a publié, est-ce qu'on peut voir... Ah voilà, très bien. Il a publié ce livre magnifique, si on peut baisser un tout petit peu la lumière.
ce livre qui a été un succès, je vais même dire planétaire, vendu à plus d'un demi-million d'exemplaires, Congo, une histoire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une édition spéciale de ce livre qui a été faite pour être diffusée à l'intérieur du Congo démocratique. Et je suis très fier d'avoir invité David Van Der Broek en 2013 à Étonnant Voyageur Brazzaville, oui, où il était venu parler de ce livre exceptionnel, de ce livre très fort sur l'histoire du Congo, mais pas forcément vu sous l'angle de la grande histoire, parce que David Van Der Broek a compris tout de suite que pour raconter l'histoire d'un pays, il faut justement aller dans les petites histoires. Il faut rechercher des témoins qui ne sont pas forcément les témoins officiels, mais parfois les petites gens. C'est pour ça que la première question que j'aimerais lui poser... J'ai déjà un micro. Il y a déjà un micro. La première question que j'aimerais lui poser, le livre Congo, une histoire, je l'ai reçu en anglais. Il a eu le même succès. Il a été de votre côté, chez les Flamands, là-bas, n'en parlons même pas. Tu t'attendais même pas toi-même à ce que ce livre ait ce succès. Est-ce que le succès de ce livre était dû au fait qu'il manquait une certaine histoire du Congo, ou peut-être que c'était une autre manière de raconter le Congo, ou alors peut-être tu as eu une idée de ce qui a fait que ça puisse accrocher avec le public? C'est vrai que c'était inattendu. Presque aussi inattendu de pouvoir partager la scène avec un grand idole de ma jeunesse, Manu Dibango, tout à l'heure. Je ne pouvais pas croire mes yeux. Ben voilà, même moi-même. Même si cette interview rate complètement, l'après-midi est déjà très réussi pour moi. J'ai qu'un seul souci, je n'ai pas pu prendre photo. J'ai vu qu'il y a plusieurs photos. S'il vous plaît, envoyez-moi sur Facebook cette image clé, parce que j'en suis tellement... Je suis vraiment ému. Tous ceux qui ont pris des photos, oui, voilà. Voilà, les Ben Moukasha, le roi de la Sape, tout ça là, si vous avez pris des photos là, il envoyez faut sur envoyer ma page Facebook. À David, voilà. Non, mais franchement, moi j'étais un grand fan de Manu Dibango dès que j'avais 12 ans, 13 ans. Je viens de la campagne flamande et même là, on écoutait Manu Dibango grâce à un chef chez les Boy Scouts qui était un très mauvais Boy Scout, mais il avait très bon goût en musique, qui m'a fait écouter Manu Dibango. Et pour l'instant, moi je travaille beaucoup en Indonésie. Je repars demain soir à Jakarta. Et même à Jakarta, j'ai fait écouter des Indonésiens, mais je n'invente rien, j'ai fait écouter des Indonésiens, des amis indonésiens à Manu Dibango, ils adorent. Donc voilà, la lumière s'éteint pas, au contraire, et c'est aussi bien inattendu. Et effectivement, le livre Congo, quand je l'ai écrit, moi j'avais en tête que peut-être de ce livre, 10 000 exemplaires vont se vendre. C'est un peu le rêve, j'avais travaillé pendant 5-6 ans à ce livre, et il s'est avéré que au-delà d'un demi-million d'exemplaires ont été vendus, à ma grande surprise. Et je pense qu'il est quand même, c'est pas un petit livre. C'est pas un livre de poche. C'est du 700 ou combien de pages? En néerlandais 600, mais en français vous avez toujours besoin d'un peu plus de mots que moi. 700. 700, voilà, tout à fait. 700 en français. Voilà. C'est quand même une brique, comme on dit chez nous. Mais la force aussi, avant que tu développes, la force aussi, c'est qu'on le lit comme un roman. Et c'est ça, c'est-à-dire que tu n'as pas pris le sérieux du côté d'universitaire que tu es pour assommer le lecteur de connaissances un peu soporifiques, mais on a l'impression que il y a du suspense, c'est raconté à la fois avec le talent d'un écrivain et d'un bon journaliste. Mais moi, je suis universitaire et écrivain à la fois. J'ai quitté l'université, mais j'ai fait ma thèse de doctorat. Il y a cette formation scientifique qui me nourrit tous les jours. Je trouve que c'est formidable de savoir à comment rechercher. Mais en même temps, cela ne me suffit pas. Il faut, à côté de l'aspect scientifique, pour moi, il y a besoin de l'aspect journalistique et de l'aspect littéraire. C'est les trois à la fois. Et quand le livre, et c'est un beau souvenir que j'avais, quand le livre a été présenté à Paris, dans le centre Wallonie-Bruxelles d'abord, et puis dans la libraire Compagnie, j'étais dans un débat avec le professeur Elikian Bokolo. Et on lui posait la même question. Et sa réponse était « Mais c'est simple, parce que les historiens écrivent des livres ennuyeux. »
C'était sa réponse. Je trouvais ça assez franc. Et c'est vrai, moi j'ai une passion pour la recherche scientifique. Et ça m'étonne toujours que les résultats, parfois excitants, importants, sont délivrés de façon aussi ennuyeuse que possible. Et donc pour moi, c'était dit, mais c'est fabuleux ce que ce monsieur ou cette dame a trouvé, et c'est dommage qu'il n'y a que 20 personnes qui sont au courant de ces résultats. Et donc moi, j'ai vu mon rôle d'être un tourniquet entre le monde académique et le public plus vaste, je pense. Et en même temps, c'était aussi essentiel de laisser la parole non seulement aux académiques, aux chercheurs, mais surtout aux Congolais et aux Congolaises. J'avais un peu marre de tous ces livres qui parlent de l'histoire d'un pays sans laisser la parole aux acteurs les plus essentiels, c'est-à-dire les citoyens. Et moi, j'étais mal placé. Moi, je suis blanc, je suis européen, je suis belge. Idéalement, j'aurais été une femme âgée congolaise pour écrire ce livre-là. Mais malheureusement, j'y peux rien. Voilà. Je peux rien au fait que je suis homme, flamand, belge, européen. Voilà, je n'ai pas choisi mon sort non plus. Mais si je n'ai pas choisi mon sort, j'ai bien choisi mon méthode. C'est-à-dire d'aller partir, interviewer des gens. Parce que j'aurais pu citer toute une série de sources congolaises, elles sont nombreuses, mais si on se limite à ce qui a été publié, on se limite à un échelon, à un strate assez fine de la société congolaise. Pour moi, je trouve qu'une vendeuse de manioc âgée dans la rue de Kinshasa est une source historique aussi importante que le rapport d'un diplomate congolais à New York pendant les années 60. Et donc, raconter l'histoire d'un pays, c'est aussi raconter l'histoire d'un peuple et donc de la richesse de toute une population. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je pense que ça a été apprécié, je pense, ce que beaucoup de gens m'ont dit, c'est on y est sur place, on vit l'histoire à travers la perspective locale, ou plutôt les perspectives locales. Le sous-titre de ce livre est « Congo, une histoire ». On pourrait dire aussi « Congo, des histoires », avec petit h. C'était qui disait en français l'histoire avec grande H? Avec la hache Avec la H, c'est Pérec qui disait ça, non? Je crois que c'est Pérec. Et donc, c'est avec petite H. Voilà, mais je pense aussi ce qu'on crédite à ce livre, c'est qu'en le lisant, on a l'impression, on sent que c'est au fond les Congolais qui racontent leur histoire. Oui. Le rôle que vous avez, pratiquement le rôle peut-être même de relayeur en quelque sorte, c'est-à-dire que recueillir cette sorte d'histoire orale, de cette littérature orale pour la cristalliser à l'intérieur de l'écrit, mais c'est vrai, ça ne se réduit pas qu'à ça, parce qu'encore faut-il avoir une certaine méthodologie et préparer une telle démarche, à tel point qu'on se demande mais pourquoi on n'y avait pas pensé avant, au lieu de nous assommer parfois des certitudes qui sont en réalité les conclusions qui datent de l'époque de ces littératures où l'africain n'existait pas. Mais c'est souvent comme ça avec des inventions évidentes. Le vélo, un truc aussi simple, n'a été qu'inventé il y a 100 ans, 110 ans. Dès le moment où le vélo est là, tout le monde s'étonne, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas inventé cela avant? Et je trouve mon approche très simple, très logique. Bien sûr, je regarde ce que des chercheurs ont écrit. Bien sûr, je lis les livres des politiques congolais. Bien sûr, je regarde les textes de l'époque coloniale. Bien sûr, je regarde les rapports des instances économiques. Oui, mais il y a toute une série de voies. Et je pense que les chercheurs scientifiques, universitaires, ils ont parfois un peu peur de faire de l'histoire orale. Oh oui, mais les témoignages, ce n'est pas fidèle. Comme si un document imprimé est fidèle. Chaque source historique est compliquée et il faut le déchiffrer, c'est clair. Et qu'est-ce qui a motivé ton intérêt justement pour le Congo démocratique en général ou l'Afrique? Je sais qu'il y a l'aspect aussi, la Belgique et l'Afrique, mais personnellement, en tant que chercheur, qu'est-ce qui a motivé vraiment ton intérêt pour ce pays? C'est très simple. C'est en début des années 2000 que j'allais voyager pour la première fois au Congo.
Et j'avais fait le tour des libraires de Bruxelles, j'habite à Bruxelles, pour trouver un ouvrage que je pouvais lire pendant le voyage. Et j'avais trouvé beaucoup de livres et pas le livre que je voulais lire. Je trouvais des livres, on va dire, très nuancés, très académiques, mais peu lisibles. Et je trouvais des livres très lisibles, mais pas toujours très nuancés. Et je dis, mais il y a quand même moyen de faire les deux à la fois. Et donc, j'ai écrit le livre que j'ai voulu trouver. Malheureusement, moi, je n'ai jamais lu ce livre-là, je l'ai juste écrit. Mais on me dit que c'est sympa à lire, donc ça fait plaisir. Mais on lit pas. Est-ce que toi, tu lis tes livres? Ah non, non, on les écrit. On y est pour rien. C'est ennuyeux de se lire. Hein. C'est déjà très ennuyeux. Mais un truc, je l'ai lu quelque part. Oui, c'est ça. Mais ce qui m'a motivé aussi, c'est que c'était pas la raison principale, mais c'est certainement le truc qui m'a mis sur le chemin, c'est que mon père a vécu au Congo après l'indépendance, entre 62 et 66. Et donc, moi, j'ai grandi. Et puis, en 66, il est rentré en Belgique pour un mois de vacances. Il avait son séjour annuel. Et pendant ces vacances-là, il a rencontré ma mère. Et sa volonté de mon père était de ramener ma mère au Congo pour fonder une famille là-bas. Et ma mère n'a pas voulu. Suite à quoi, moi, je suis né en Belgique, à Bruges. Et donc, je suis devenu un Flamand au lieu d'être devenu un Belgicain. C'est bien dommage. Mais donc, mon père, il parlait un peu le Swahili, le Lingala, il ne parlait pas parce qu'il était dans le sud, il était à Likasi, dans la province de Katanga, l'ancienne province de Katanga, on vient de le couper en morceaux. Et donc, j'ai grandi dans une maison avec un père assez taciturne, mais il utilisait des mots de Swahili à table, il avait des expressions. L'autre chien s'appelait Mbwa, qui est chien en Swahili et Lingala. Voilà, les Congolais en salle comprennent tout de suite. Mbwa. Il y a plus des variations. Il y a des variations. Et enfant, je pense que j'avais 10 ans, je devais aller voir le dentiste avec mon père. On avait un contrôle tous les deux le même jour. Et on est assis dans la salle d'attente du dentiste flamand, brugeois. Et sur la table, il y a un exemplaire de Paris Match. Et sur la couverture de Paris Match, il y a une photo atroce d'un Volkswagen, en coccinelle, on dit ça en français, un Volkswagen? Voilà, au Congo on disait VW. Un VW. Voilà, VW. Donc Volkswagen, mais oui, VW, le V, on a gardé chez les Belges, on dit wagon, on dit wagon. Voilà. C'est grâce aux missionnaires flamands que les Congolais ont toujours un bon accent flamand dans leur congolais. Voilà. Ce qui m'a bien servi moi-même aussi. D'ailleurs, moi, étudiant, j'ai passé quelques temps à Paris. Paris est la pire ville pour améliorer son français. Dès que tu oublies un subjonctif, c'est un suicide social. Alors qu'à Kinshasa, tu fais pas des fautes contre le grammaire français. Non, tu renouvelles la langue. Et c'est très bien. Donc, c'est très bien. Moi, mon français, c'est à Kinshasa que j'ai peaufiné mon français. J'ai mon accent congolais-flamand, je l'assume, mais voilà, c'est grâce au pardon congolais que je le parle. Mais donc, mon père voit l'exemplaire de Paris Match, et donc, sur la photo, il y a un coccinelle en noir et blanc, il y a un blanc qui sort, qui se lève les mains, et il saigne. Et à l'intérieur de la voiture, il y a 2 femmes blanches qui viennent d'être abattues. Et c'était une photo prise en 1963, au moment où il y avait la sécession et la guerre entre les séparatistes katangais et les casques bleus. Et mon père me dit « Ah tiens, j'ai vu ça, le photographe a dû être à côté de moi, c'était en face de là où moi j'habitais. » Et donc là, enfant, je me suis rendu compte « Oh, mon père a eu une toute autre vie avant ma naissance. Il a été au Congo à un moment extrêmement compliqué et violent de son histoire, la sécession katangaise, on en connaît l'histoire. Et donc, Et mon père était taciturne. Et maintenant, je dis, mais merci beaucoup d'avoir été taciturne, parce que s'il avait été bavard, je n'aurais jamais écrit ce livre. Moi, je lui posais plein de questions. J'ai eu beaucoup de bagarres avec mon père sur les peu d'histoires qu'il racontait. Moi, je trouvais qu'il avait peu d'intérêt pour le contexte politique et social. Il travaillait pour les chemins de fer.
Et ils travaillaient 6 jours par semaine, et les 7e jours, ils allaient nager et boire des martinis blancs. Je n'ai rien contre les martinis blancs, mais je trouve que quand tu passes 5 ans de ta vie dans un pays, la qualité du martini blanc n'est quand même pas l'aspect le plus important. Et donc, ça donnait des tensions. Et mon père, il est mort depuis 10 ans, mais il a encore su que j'allais écrire ce livre-là. Et donc, pour moi, j'étais fasciné par ce passé de mon père. Le livre Congo n'est pas le livre de mon père. Il y apparaît sur 2 pages, très brièvement. C'est pas, même si c'est vrai que c'est les Congolais qui parlent quoi, mais c'est une sorte aussi presque d'autobiographie d'un enfant d'après les indépendances. Oh, mais voilà. Pas trop, je trouve. Pas trop. En arrière-plan, en ressens. Cette arrière-plan, quête de vouloir vraiment redonner l'histoire Oui. aux Congolais. Oui. Parce que Oui, il y a aussi ça. une sorte de règlement de compte, pas dans le sens violent ou quoi là, mais Non. presque un ras-le-bol de quelqu'un qui est peut-être, en étant belge, souvent on pose sur la tête de n'importe quel Belge les Oui. atrocités. Oui. En quelque sorte, voilà. Il y a La ça. meilleure façon de répondre à ça, c'est de mettre l'histoire du Congo telle qu'elle est racontée Oui. par les Congolais eux-mêmes. Mais moi, j'ai un peu le ras-le-bol que j'éprouve, c'est un ras-le-bol contre la pensée binaire. Dans le discours colonial, au post-colonial, on coupe le monde en 2. Il y a les blancs, il y a les noirs, et dans un discours, les blancs sont les bons, dans la deuxième histoire, ils sont les méchants. Je trouve ça assez simpliste. Et quand j'ai lu votre leçon inaugurale dans ce Collège de France, ça m'a fait du bien. Dès qu'on s'est rencontrés, il y a quelques années qu'on se connaît, ça m'a fait du bien, on appartient à la même génération, et je pense que nous sommes la première génération décomplexée par rapport à cette pensée binaire. Moi, j'ai aucune nostalgie, bien sûr que non, à l'époque coloniale. Ce n'est pas la nostalgie qui me motive, c'est une volonté de comprendre les époques, les complexités de plusieurs époques. C'est une vraie volonté d'empathie. Et ça me vexe quand on coupe l'histoire en 2. Oui, on fait ça dans les BD de Hollywood. Là, on coupe effectivement les histoires en Avatar. Il y a des bleus et il y a des blancs, et puis il y a un blanc qui devient un bleu. Et ça c'est le bon. Ça, c'est l'héros. Mais la perspective congolaise est multiple. Il y a 80 millions de Congolais. Mais il n'y a pas une pensée unique congolaise, il n'y a pas une pensée unique européenne non plus. Et pourtant, cette pensée unique nous influence toujours. Souvent, les gens m'ont demandé « Ah, qu'est-ce que les Congolais ont pensé de votre livre ?» Il y a 80 millions de Congolais. Hein? Le livre est sorti en Allemagne. Il a connu un succès fort en Allemagne. Il y a 80 millions d'Allemands. Mais personne n'a posé la question « Qu'est-ce que les Allemands pensent de votre livre ?» Hein? Je trouve ça me met mal à l'aise. Ben, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins. Et ça me semble tout à fait bien. Déjà, je trouve que l'accueil de ce livre a été plutôt positif au Congo. Et je trouve ça incroyable. Imaginons qu'un Américain va écrire l'histoire de la Belgique, alors que la Belgique n'a jamais été colonisée par les États-Unis. Culturellement, oui, on écoute Michael Jackson beaucoup plus souvent que Manu Dibango, c'est bien grave. Mais si un Américain allait écrire l'histoire de la Belgique, ou un Chinois allait écrire l'histoire de la Belgique, la première réaction est quand même « Qu'est-ce qu'il vient foutre ici hein ?» Et il y a eu des lecteurs congolais qui ont dit ça aussi. Encore, comme disait un Congolais qui habitait à Amsterdam, encore un Belge qui vient mesurer mon crâne. Et il a dit, mais j'ai commencé à lire le livre et maintenant je le donne à tous mes amis. Et ça, je trouve incroyable. C'est une capacité de regarder au-delà de ma nationalité et la couleur de ma peau. Et ça m'a fort frappé. Et donc le livre, c'est pas facile de sortir un livre dans un pays où le commerce n'est pas toujours facile. Mais j'avais gagné un prix important, le prix aujourd'hui, j'avais gagné ici avec une somme importante, et donc j'ai utilisé une partie de cette somme pour rendre... Le prix qui est l'équivalent du Goncourt, c'est ça. Non, oui. Comment Le prix ACO, j'avais ACO. Gagné aux Pays-Bas, et puis ici en France, j'avais gagné un prix... Le Médicis étranger. Le Médicis étranger, et puis il y avait plusieurs. Il y avait un qui venait avec une somme importante. Et donc j'ai utilisé une partie de cet argent pour financer un tirage à part. D'abord, j'allais distribuer gratuitement, et mes amis le Congolais disaient « Ne le fais pas, on a marre de la culture du gratuit. »
Et c'était très important. Donc on a sorti le livre pour 3 € la pièce, qui était un prix tout à fait abordable. Et on les a vendus dans les lots de 25 à des églises, à des ONG, à des journaux, à des écoles. Et donc, comme ça, le livre a été diffusé, et même dans des petits villages à l'intérieur du pays, ce n'est pas juste Kinshasa. Et on me dit qu'il y a à peu près 20 lecteurs par exemplaire. C'est incroyable. Hein? En Belgique, il y a beaucoup de gens qui... En Belgique, la moyenne des lecteurs par exemplaire est en dessous de 1. Ah, c'est les demi-belges. Oui, c'est les demi-belges. Parce que les gens sont snobs. Il y a un livre qu'il faut avoir, et donc ils achètent, ils mettent ça juste dans le livret. Ça fait chic de l'avoir. Mais au Congo, il y a 20 lecteurs par exemplaire. Oui, ça a toujours marché. On a vécu comme ça. Ah, oui. Aussi, hein. Un livre, ça circule dans tous les quartiers. Hein. Mais ça fait du bien parce qu'on dit toujours « Oh, les Africains, ils ne lisent pas ». C'est pas difficile parce qu'il y a à peine des livres. Au Congo, il y a très très peu de livres. Mais dès qu'il y a une présence, dès que les livres sont disponibles, ils sont lus. Et ça m'a fort touché. Et maintenant, Facebook est en train... Mark Zuckerberg a du mal à entrer la Chine, mais moins de difficultés à entrer le Congo. Il y a de plus en plus de Congolais qui ont des profils sur Facebook. Et donc, ils me contactent souvent. Et ça fait du bien, franchement. Dans la plupart de ces personnages que tu as interviewés, discutés avec et autres, quelle était la perception qu'ils avaient, par exemple, de ce mouvement des indépendances avec justement la chanson de Calais, Indépendance, parce que tu en parles dans le livre. Oui. Comment ils perçoivent cette époque? Est-ce qu'il y a une certaine nostalgie de se dire que c'était encore une musique qui engageait à des vraies causes? Il y a ça. Parmi les gens plus âgés, il y a certainement l'idée que la musique d'aujourd'hui ne vaut pas grand-chose. Musicalement, c'est virtuose, mais au niveau du contenu, on manque quand même les valeurs que notre génération a voulu transmettre. Et donc ça, il y a vraiment de ça. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a peu de pays où chaque âge connaît toutes les générations de la musique. Tu rentres dans n'importe quel minibus à Kinshasa, la musique joue, tu te demandes à qui c'est qui joue, mais un enfant de 8 ans va reconnaître Benno Colossoy et une personne âgée de 75 ans, c'est à peu près la même chose que 75, va... Merci pour la traduction. Oui, c'est ça. Je suis en train de me rendre compte que je parlais en belge. Une personne il y en a dans la salle. Hein, oui, c'est ça. Une personne de 75 ans va reconnaître Fally Ipupa. Et donc, je trouve ça étonnant. Un Français de 45 ans ne va plus connaître une tube qui passe maintenant à la radio française. Alors là, la musique, c'est transgénérationnel. Et donc, ça me frappe beaucoup. Et pour revenir à la culture de l'autopromotion dont tu parlais, je suis tout à fait d'accord. L'autopromotion, il y a un bel exemple. L'exemple que tu as donné était magnifique. Je ne sais pas si je dois te tutoyer ou vous voyez ici maintenant. On fait comment faire, Normalement, on se tutoie, donc on continue le tutoiement. Et vous aussi, vous pouvez me tutoyer. Mais bon. Mais il y avait moi, j'étais au Congo au moment où il y avait le nouveau pape à Rome, le pape Benoît XVI. Et là, dans la semaine d'après, si on téléphonait à Koffi Olomidé, sur son répondeur, tu connais sa voix grave, il disait « Ici, c'est le répondeur de Benoît XVI. Oh » Et puis, c'est pas fini, et puis on lui avait dit que c'était quand même un peu un manque de respect. Je pense que c'était la CENCO, la conférence épiscopale nationale congolaise, avait fait entendre... Mais, Monsieur Olomidé, c'est quand même un peu... On parle... Oui, c'est vrai. Et la semaine après, si vous téléphoniez au numéro de Koffi, il allait sur son répondeur, il avait changé. Il disait, ça me fait toujours rire. Oui, ici c'est le répondeur de Benoît XVII. Donc il avait encore dépassé. Voilà, de toute façon, vous savez que Koffi s'était appelé aussi Sarkozy. Hein. Voilà, Sarkozy. Mais il y a un plaisir de faire référence à l'actualité. Moi, j'étais à Zimbabwe et j'avais un long voyage en bus.
Et j'étais assis à côté d'un homme qui avait 70 ans. Un homme fabuleux. C'était un voyage qui durait 70 ans, 70 ans. Oui, à peu près, à peu près. Et on était, il y a 15 ans, je pense, on partait de Pretoria en Afrique du Sud et on allait vers la Zambie. Donc c'était un voyage de 24 heures. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, je demande son nom, j'avais oublié, il disait, mais en anglais, on m'appelle Hitl. Je dis, Hitl. C'est un drôle de nom. Et puis, on fait une pause, il prend une branche, à même le terre, et dans sa peau, c'est souvent le cas, moi je ne peux pas faire parce que j'ai une peau trop blanche, mais donc il écrivait, et c'était Hitler. Ah ouais. Donc son sobriquet, c'était Hitler. Pendant 24 heures, j'ai appelé quelqu'un, par gentillesse, Hitler. Non, mais David, c'est pas étonnant. Dans ma propre famille, mon cousin, son surnom, c'était Hitler. On s'arrêtait Hit. Hit, voilà. Parce qu'il y a une sorte de, je sais pas, Hit. une fascination parfois macabre qui va jusqu'à... Il y a des gens qui prennent des noms des grands bandits, Oui. des grands criminels, des grands génocidaires. Ça arrive même. Mais pour revenir dans cette histoire du Congo, parce que aujourd'hui, quand tu regardes cette RDC, Oui. qui se retrouve quand même dans une situation politique délicate. Quel regard tu poses sur ce qui se passe aujourd'hui dans un pays qui est quand même en pleine peut-être indécision ou peut-être trouble politique par rapport à toute cette histoire politique aussi qui est retracée dans... Parfois, on a tendance à répéter le titre de la chanson que tu as mentionnée dans l'heure précédente, Nazali Awa sans espoir. Voilà. Et je refuse d'être sans espoir. Moi, je suis un optimiste à long terme, ce qui implique que je suis un peu pessimiste sur la courte durée. Ça fait quand même longtemps que je suis l'actualité politique de ce pays et je trouve... Mon premier voyage a été en 2003. C'était juste à la fin de la guerre. L'accord de paix était signé, une nouvelle constitution allait venir, les premières élections allaient avoir lieu. Donc moi, je suis arrivé au Congo au moment où un nouvel élan où le Congo allait se décoller, peut-être pour la première fois depuis des décennies. Et cet espoir-là, je ne l'ai plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont plus. Il y avait un nouvel élan. On avait eu les premières élections démocratiques depuis 50 ans. Les premières élections correctes, les élections de 2006 étaient des élections nettes, chères, et le peuple congolais a fait preuve d'une maturité politique exemplaire. Je trouvais extrêmement touchant de voir comment les gens, les hommes et les femmes qui n'avaient encore jamais pu voter de leur vie ou qui avaient voté très longtemps quand ils avaient 20 ans, tout d'un coup, pendant des heures et des heures, ils faisaient la queue pour pouvoir exprimer leur volonté politique. Et je trouve que ce momentum, cet élan, on l'a perdu. Les élections de 2011 par rapport aux élections de 2006 étaient beaucoup plus problématiques. D'abord parce que le président avait changé la constitution. Au lieu de 2 tours aux élections présidentielles, il avait réduit à juste un tour pour être sûr de gagner. Dans un face-à-face avec Bemba, il allait peut-être perdre. Donc il a supprimé le 2e tour. Il a eu un mandat avec un pourcentage de vote assez limité. C'est normal, dans un premier tour, le vote se divise sur un certain nombre de candidats et donc son mandat a été assez faible. Et donc maintenant, on est en 2016, les présidentielles doivent avoir lieu tous les 5 ans selon la nouvelle constitution congolaise et elles sont prévues pour le novembre. Je ne sais pas, dans la salle, je vois qu'il y a beaucoup de Congolais, je ne sais pas qu'il y a encore beaucoup de Congolais qui croient que ces élections vont effectivement avoir lieu. Mais est-ce que c'est la question qui viendrait d'un Congolais qui est de Brazzaville? Oui. Est-ce qu'il te viendrait, par exemple, à l'idée d'écrire, par exemple, l'histoire de l'autre petit Congo qui est en face? Parce que quand on lit ton livre, le Congolais de Brazzaville regarde pratiquement en filigrane presque les mêmes comportements, les mêmes attitudes, les mêmes mesquineries, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas comme une sorte de symétrie entre le grand Congo et le petit Congo, et que peut-être que le président qui est Kabila est là, il regarde comment le président congolais Sassou Nguesso a réussi son coup d'État électoral, et que peut-être que bon, il peut demander des conseils dans la nuit. Oui.
Ben oui, c'est absolument le cas. Les deux, d'ailleurs, c'est le seul endroit au monde où deux capitales se regardent. La seule différence, c'est qu'au Congo-Brazzaville, on écrit le OU avec OU, et au Congo, c'est avec OU, parce que c'est les missionnaires flamands qui avaient étudié le latin qui ont transcrit le OU avec un U. C'est vrai que Mabankou, c'est OU à la fin, Voilà. et CK. Voilà, CK, c'est l'Union soviétique qui a ajouté ça. Ah bah, Voilà. moi, c'est l'Union soviétique. Voilà. Moi aussi, j'ai un CK dans mon nom, Van Reybrouck, mais ça, c'est l'époque napoléonienne. Donc moi, c'est le français. Mais voilà. Comme quoi... C'est la génération... David, je vais peut-être laisser quelques questions à la salle, comme exceptionnellement, comme c'est le dernier cours, on m'a dit que je peux dépasser de 10-15 minutes. C'est bien. Donc si je peux prendre 2-3 questions, voilà.